C'est bon. Donc tout de suite, les prochaines dates à retenir. Le prochain cercle de fleurs, 18 mars, juste avant les rameaux. Jean-Marie Almené viendra nous parler du transhumanisme. Le 1er avril, c'est un gros poisson, mais c'est quand même réel, Basile de Coq viendra. Et le 7 mai, le colloque « Je suis royaliste, pourquoi pas vous ?» Je pense que la prochaine fois, je serai en mesure de vous annoncer la liste complète des invités. Mais elle est plutôt, encore une fois, bien pour l'instant. Laurent Andrieux, vous êtes né la même année que Claire Maladouce et que La Grande Évasion. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, comme Frigide. Oui. Oui, accessoirement, oui. Vous avez commencé en 1994 comme pigiste à Spectacle du Monde et vous finissez, enfin vous êtes aujourd'hui, non, vous n'avez pas fini, hein. Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, rédacteur en chef des pages culture. C'est ça. Vous avez écrit plusieurs histoires, histoire de Londres, histoire des marins, Woody Allen aussi, et alors, plusieurs dictionnaires. Moi je connaissais le dictionnaire comme tout le monde, dictionnaire passionné du cinéma. Alors, c'est le seul que j'ai écrit, les autres sont des collaborations. Ah non, voilà, je trouvais ça génial, je trouvais ça très rock'n'roll, le dictionnaire du dictionnaire du rock'n'roll est assez rock'n'roll. Ouais. Bon, bah alors je passe. En tout cas, vous revenez aujourd'hui pour Le Roi et l'Architecte. Après être venu l'année dernière pour Fra Angelico nous parler des anges en pleine affaire Charlie. Aujourd'hui, vous nous emmenez au cœur du siècle français, du grand siècle, pour un duel historique entre le plus grand des architectes et le plus grand des rois. À l'heure où le chômage est allégé de son ancien complexe, à l'heure où les terroristes du ministère de la Culture, juste à côté, détruisent ce qu'il reste du Royaume de France, alors que grâce à la gueuse, Sarko risque de revenir et Hollande de rester, écrire sur le voyage de Bernin à Paris, c'est un peu incongru et décalé. Mais j'avoue, c'est assez passionnant. Je pense qu'au-delà de la petite histoire que tout le monde connaît plus ou moins, moi j'avoue que j'ai appris plein de choses que j'ignorais, mais surtout, au-delà de la petite histoire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond qui joue. Savoir, alors vous dites que c'est pas très intéressant comme débat, mais savoir si Versailles est baroque ou classique. Moi ça m'a toujours passionné, mais voilà. Au-delà de cette querelle d'architectes, la question qui se pose, c'est l'influence étrangère est-elle se fait. Enfin, est-ce que l'esprit, le génie français se fait grâce à l'influence étrangère ou au contraire au détriment de toute influence étrangère? Et comme les bâtiments sont politiques, finalement la colonnade du Louvre actuel dit quelque chose de la France de 2016. On dit souvent qu'un historien est un prophète qui regarde en arrière, un historien de l'art aussi. Donc, pour essayer de plonger dans cette histoire de France, à travers ce voyage du Bernin et de XIV, tout d'abord, vous allez être interrogé par Louis, qui est en bon prépa X, va faire un petit travail non pas scolaire, mais il va se venger parce qu'il a raté son oral de cet après-midi. Il rêvait de faire passer un oral avec quelqu'un. Donc il va vous interroger surtout sur la question du duel entre le XIV et le Bernin, sur l'histoire de ce fiasco, de ce voyage qui se termine en fiasco. Moi, je reprendrai la main pour parler des questions de politique culturelle actuelle, et enfin Aboudzia nous interrogera sur le métier, sur la vocation d'un journaliste des pages culture de Valeurs Actuelles. Pendant que Louis se met en place, moi je voudrais poser une question. Pourquoi ce livre? Pourquoi et comment? Alors on sait que vous dites à un moment, on a trouvé les carnets de Champloux en 1969 à l'Institut néerlandais de Paris. Je ne sais pas ce que c'est que l'Institut néerlandais de Paris, mais visiblement il y a des découvertes qui s'y font. Et au-delà des carnets de Champloux, est-ce qu'il y a d'autres sources? Parce qu'en fait, on arrive à un texte qui est très pro-bernínien, enfin qui est très bernínien. Alors que moi, j'avais toujours eu l'image que Bernin était un sale con, en fait. Et là, on a un éclairage qui est différent. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la recherche historique, qu'est-ce qui s'est passé juste avant que la plume ne touche la page blanche.
Ce qui s'est passé, c'est toujours une histoire de désir, c'est-à-dire que quand on tombe sur une histoire qui réunit vos trois passions, qui sont, en ce qui me concerne, l'Italie, la monarchie française à son point d'apogée et le baroque, quand on trouve tout ça dans une même histoire, on a forcément envie de la raconter, surtout quand elle permet d'être une clé d'entrée aussi manifeste et aussi passionnante dans un sujet qui pour moi est essentiel, qui est la politique culturelle de Louis XIV, qui est un bon modèle de ce que devrait être, à mon sens, toute politique culturelle digne de ce nom. Donc il y a ce désir de raconter cette histoire-là. Il y a aussi toujours un désir un peu comme avec Woody Allen, j'avais voulu comprendre pourquoi un catho réac dans mon genre pouvait se passionner à ce point pour ce type qui était décrit comme l'archétype du bobo moderne de gauche. Donc j'ai écrit ce livre en partie pour résoudre ce paradoxe. J'ai voulu comprendre aussi pourquoi, en admirant le Bernin comme je l'admire, je pouvais finalement me réjouir du fait que ces projets n'aient pas été accomplis et que son voyage parisien était un échec pour lui. Parce que le Bernin, c'est évidemment le contraire d'un sale type ou d'un pauvre type. C'est le plus grand génie de son temps, l'artiste baroque par excellence. Pour l'amoureux de Rome, c'est une figure essentielle, puisque c'est vraiment lui qui a donné à Rome son visage de théâtre baroque à ciel ouvert. On lui doit, oui, je pense que tout amoureux de Rome lui doit quelques-unes de ses émotions capitales, ne serait-ce que la fontaine qui est au centre de la place Navone, la fameuse fontaine des fleuves, qui est une fascination qui n'a pas de fin possible. Je pense que du jour où on la découvre jusqu'au jour de sa mort, on reste fasciné par ce tour de force et cette extase esthétique que ça procure. Il y a évidemment l'extase de Sainte Thérèse qui est à Rome aussi, et puis il y a cette colonnade de la place Saint-Pierre qui est un chef-d'œuvre d'architecture en situation, c'est-à-dire d'architecture qui n'est pas là pour briller en soi, mais pour s'inscrire dans un contexte et pour magnifier ce contexte, ce qui devrait être le... On en reparlera. Voilà, pardon, j'anticipe. Voilà, donc raconter la rencontre du plus grand roi de son temps et du plus grand génie de son temps, c'était forcément a priori passionnant. Il y a le journal de Chambourg, effectivement, qui est une source incroyable qui nous permet de décrire cette histoire dans les moindres détails, ce qui est quand même précieux, parce qu'on n'aurait pas ça, ce serait un peu plus compliqué. Et puis il y a effectivement l'envie, à partir d'une histoire relativement anecdotique, de partir sur quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une politique culturelle digne de ce nom. Vous proposez dans une entrevue entre le roi des rois et un génie de l'architecture. Là, vous avez un portrait de Louis XIV, un portrait du Bernin. Avant qu'ils se rencontrent, qu'est-ce qui les attire et qu'est-ce qui les sépare? Enfin, est-ce que vous pouvez nous planter le décor et nous montrer le portrait psychologique des personnages? Ce qui les attire, ce qui les réunit, c'est dans l'un et l'autre cas un tempérament éminemment baroque, ce qui est évident pour le cas du Bernin, ce qui est moins évident pour Louis XIV, qu'on a tendance à décrire comme l'incarnation du classicisme un peu raide, un peu ennuyeux, avec des lignes droites partout. C'est pas ça du tout, surtout à l'époque. On est à l'époque où le Bernin est appelé à Paris pour finir le Louvre. On est en 1665, donc on est 4 ans après la prise de pouvoir personnel de Louis XIV. Donc c'est le jeune Louis XIV qui a 27 ans et qui est un personnage éminemment baroque, un personnage qui est passionné de danse. Il consacre plusieurs heures par jour à s'entraîner à la danse. Il est, de la vie générale, l'un des danseurs les plus brillants de son époque. On peut s'en assurer et se dire que ce n'est pas de la flatterie quand ses contemporains disent ça, par le fait qu'il a par exemple dansé le ballet de la nuit, 10 représentations à Paris devant au total 30 000
parisien, donc si Louis XIV se produit comme ça publiquement devant ses sujets, c'est qu'il est assez sûr de son coup. Il est passionné de musique, de musique baroque évidemment, c'est un très bon joueur de guitare, il a confié à Lully la mission de refonder la musique française, et évidemment Lully la refonde dans un goût qui est un goût éminemment baroque. Et puis le premier Versailles aussi, pour anticiper là aussi un tout petit peu, le Versailles que Louis XIV est en train de commencer à remanier dans ces années-là, c'est pas du tout le Versailles là aussi très rectiligne qu'on a aujourd'hui, c'est un Versailles beaucoup plus baroque, beaucoup plus fantaisiste, et d'autant plus que le château à cette époque est essentiellement le décor de pierre, le décor rigide des innombrables fêtes qui s'y déroulent en permanence et qui sont des fêtes tout à fait délirantes et tout à fait baroques, dont la plus célèbre est les plaisirs de l'île enchantée qui occupe toute une semaine au mois de mai 1664, si mes souvenirs sont bons. Et donc on a effectivement une conjugaison de tempéraments tout à fait étonnante. Après, il y a quelque chose de moins personnel qui les réunit, c'est-à-dire des relations artistiques entre la France et l'Italie, qui sont anciennes et qui sont toujours fécondes, et qui expliquent qu'on ait eu recours au Bernin pour finir le palais des rois de France. Enfin, on apprend quand même dans votre livre qu'il a fallu une guerre pour que le Bernin vienne en France. Oui, alors c'est un peu, dit comme ça, c'est un tout petit peu exagéré, mais c'est vrai que depuis les années 1630, la France essayait d'attirer le Bernin à Paris. Je pense que Mazarin, par exemple, avait essayé de le faire venir une bonne douzaine de fois. Le Bernin s'y était toujours refusé, appuyé en ce sens par les papes, parce que c'était vraiment en quelque sorte l'artiste officiel de la papauté, architecte en chef de la basilique Saint-Pierre depuis les années 1630. Et les papes refusaient absolument de s'en débarrasser, de le laisser partir, et lui déconseillaient de partir. Et donc effectivement, il a fallu que les papes soient dans une situation de faiblesse insigne par rapport à la France, suite à une mini-guerre, effectivement, où il n'y a pas eu vraiment de combat réel, mais un incident diplomatique au début des années 1660, qui fait que la France, pour affirmer sa puissance, prend la mouche, se saisit des États pontificaux et d'Avignon, des États pontificaux du comtat venessin et d'Avignon, et tout ça se termine par un traité qui est le traité de Pise en 1664, je crois, qui tourne à la confusion du pape, et donc le pape, en situation de faiblesse diplomatique insigne, n'a plus rien à refuser au roi de France, et c'est effectivement à ce moment-là que Colbert demande au Bernin de commencer à réfléchir à des plans pour le Louvre. Mais qu'est-ce qui fait la renommée du Bernin toute particulière pour que même en France on l'aime? Là, on est en présence de deux sculptures, deux œuvres, une du Bernin et l'autre, vous ne direz pas. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces... Alors, le Bernin, c'est un génie universel, c'est-à-dire que c'est effectivement, il est unanimement reconnu comme le grand sculpteur de son temps, le grand portraitiste de son temps, en mariant à la fois une stylisation assez exubérante et un réalisme tout à fait stupéfiant. Et puis, il est aussi donc architecte, il est peintre, il est homme de théâtre, c'est-à-dire qu'il écrit tous les ans une pièce, qu'il met en scène lui-même, qu'il interprète souvent lui-même, dont il compose éventuellement la musique, dont il réalise les machines, parce qu'il y a toujours des tas d'effets spéciaux. Et donc c'est vraiment un génie universel qui a une renommée internationale. L'année précédant son séjour à Paris,
le roi d'Angleterre, Charles Ier, lui a commandé un buste de sa personne. Donc on a envoyé spécialement à Rome pour se faire un triple portrait du roi par Van Dyck, donc de face de profil, enfin les deux profils, voilà, pour que Bernin puisse avoir un modèle pour réaliser son buste. On fera la même chose avec Richelieu. Voilà, donc il a une renommée internationale. Et puis il y a le fait qu'il est italien, c'est-à-dire que traditionnellement, en France, depuis François Ier, quand on a l'impression qu'il y a un petit coup de mou et qu'on a un problème esthétique dont on ne sait pas très bien comment se sortir, ben on se tourne vers l'Italie parce que c'est vraiment considéré comme la patrie des arts à cette époque-là. Et donc, c'est effectivement dans cet ordre-là que ça se passe, c'est-à-dire que pour le Louvre, on commence par demander des projets aux architectes français qui rivalisent d'imagination, mais aucun de ces projets ne satisfait Colbert, et donc, comme toujours dans ces cas-là, on se tourne vers l'Italie, et donc vers le plus prestigieux des artistes italiens, qui est le Bernin. Alors, là, la deuxième image, c'est la Pietà. Oui, pardon, la Pietà, c'est la Pietà de Michel-Ange. Et du coup, ce qui m'a frappé dans le livre, c'est que vous dites que le Bernin reproche à Michel-Ange de ne pas avoir réussi à rendre cher ses statues, alors que la Pietà est quand même assez... Oui, c'est vrai, c'est assez surprenant. Le Bernin a des jugements esthétiques qui sont souvent à l'emporte-pièce, mais souvent fondés aussi. Il était à la fois très admiratif évidemment de Michel-Ange, mais assez critique, et il lui reprochait effectivement un défaut de réalisme qui est effectivement certainement moins visible dans la Pietà que dans certaines autres de ses œuvres, mais c'est vrai que parfois les sculptures de Michel-Ange ont un côté un peu, comment dire, un peu athlétique, voilà, pour dire les choses diplomatiquement. Il en a fait très peu d'ailleurs, Michel-Ange, au contraire du Bernin, dont c'était vraiment la spécialité. Et je pense que le Bernin s'enorgueillissait d'en avoir fait autant, alors que Michel-Ange en a fait si peu, parce que je pense qu'il considérait que c'était de loin ce qu'il y avait de plus difficile en art. Et effectivement, on voit très bien, là, dans ce détail de l'enlèvement de Proserpine, il y a une qualité dans le rendu des textures, dans le rendu des chairs, dans les mouvements, qui est tout à fait exceptionnel. Et ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ça se marie dans les œuvres du Bernin avec une stylisation extrêmement audacieuse. Quand on voit cette sculpture dans son ensemble, il y a un mouvement qui n'a rien de naturel, qui est vraiment très très lyrique, mais en même temps il y a un réalisme tout à fait inédit, probablement, qui n'avait jamais été atteint à ce point avant lui. Vous avez commencé à parler des bustes, et du coup on va même s'intéresser aux deux différents bustes. Il y en a un, vous en parlez dans votre livre, c'est Colonna, avec sa main qui sort et Louis XIV qui est réalisé alors son voyage à Paris. C'est un prince italien, donc c'est un buste qui date du début de la carrière du Bernin. On est dans les années 1620, je pense. Donc là, c'est la première manière du Bernin qui est assez calme, assez sage, assez méditative, pas du tout l'exubérance que vous pouvez voir dans le buste de Louis XIV, qui donc lui est réalisé en 1665, donc plus de 40 ans plus tard. Effectivement, dans un premier temps, le Bernin s'est surtout attaché au réalisme. Et donc il a essayé, pour atteindre un réalisme maximal, de capter ces modèles dans une forme d'immobilité contemplative. Et après, il s'est rendu compte que la meilleure façon d'arriver au réalisme, c'était pas celle-là, c'était au contraire de les saisir dans un mouvement, au moment où ils vont accomplir un acte, où ils vont accomplir un geste, où ils vont prendre la parole. On a souvent l'impression, dans les bustes de cette deuxième période, qu'ils sont sur le point de parler. Et parce qu'il pensait qu'effectivement c'était
Ça, c'est une idée très baroque, c'est-à-dire que c'est l'extérieur qui révèle l'intérieur, c'est le mouvement qui révèle l'attitude, enfin, c'est l'attitude extérieure qui révèle l'attitude intérieure. Et donc, durant la vingtaine de séances de travail qu'il aura avec Louis XIV, il y en aura 6 qui seront consacrés à des travaux préparatoires, donc à réaliser des croquis sur le vif. Donc, et là, il demande à Louis XIV pas du tout de poser, mais au contraire de faire comme s'il n'était pas là et de vaquer à ses occupations. Il le dessine en train de jouer au jeu de paume, il le dessine à son conseil, en train de donner des ordres à ses ministres. Et c'est effectivement ce mouvement qu'il essaye de capter et qu'il a merveilleusement rendu dans son buste, réalisé donc durant son séjour parisien, où je pense qu'on n'a jamais aussi bien rendu la foule, l'impétuosité et l'autorité naturelle de Louis XIV. C'est à la fois effectivement un portrait très très ressemblant, dont la ressemblance a fasciné tous les contemporains, mais c'est aussi un portrait moral, c'est-à-dire qu'on sent, on touche du doigt vraiment la majesté et la soif de gloire qu'a Louis XIV, pas seulement pour lui, mais pour le pays tout entier. La raison principale de la venue du Bernin à Paris, c'est le projet du Louvre. Voilà. Donc voilà 2 croquis retrouvés dans les archives. D'abord, pourquoi, qu'est-ce que vous préférez parmi les différents projets? Et on aimerait bien savoir pourquoi l'aspect baroque ne plaît pas dans Paris à l'époque. Alors, est-ce que c'est l'aspect baroque ou est-ce que c'est l'aspect italien? Ce qui est certain, c'est que l'idée était celle de Colbert, qui voulait en fait détourner Louis XIV de Versailles. Il trouvait que Louis XIV commençait à s'intéresser un peu trop à Versailles, et Versailles pour Colbert, à ce moment-là, c'était le lieu de la fête, le lieu des plaisirs, et donc tout ça n'était pas très digne, pas très régalien, et pas très digne d'un grand roi, et donc pour l'en détourner, il a imaginé effectivement d'achever le Louvre, qui était censé être le palais des rois de France, le principal palais des rois de France, mais qui en même temps était dans un état tout à fait effrayant. Il n'y avait que 2 des côtés de la cour carrée qui étaient achevés. Il y avait des bâtiments, des constructions privées au milieu de ce qui est aujourd'hui la cour carrée. Il y avait tout un quartier extrêmement populeux, extrêmement bruyant qui s'étendait entre le Louvre et les Tuileries. Il y avait une disparité de style absolument effrayante entre les différentes parties du palais. Donc tout ça ne ressemblait absolument pas au palais d'un roi de France, et donc il fallait redonner un peu de lustre et un peu de majesté. Et ce qu'il manquait probablement au projet des architectes français pour le Louvre, c'était justement d'arriver à traduire dans la pierre l'idée de majesté qui était celle de Louis XIV. C'est-à-dire que soit on faisait des choses, soit il faisait des projets qui étaient un peu trop pas assez régaliens en fait, un peu trop légers, un peu trop frivoles, soit ils essayaient effectivement d'aller vers plus de solennité, et ça devenait quelque chose de volontiers, de facilement pesant, trop solennel, comme d'ailleurs l'étaient très probablement les Tuileries à cette époque, dont voilà, c'était une architecture imposante, mais dont la légèreté n'était pas la qualité principale. Et donc, si on se tourne vers l'Italie, c'est aussi parce que les Italiens, et notamment le Bernin, ont ce talent de donner une représentation de la majesté qui ne soit pas pesante, qui ne soit pas d'une solennité un peu imposée, ce qui est très sensible dans les palais romains. Alors le projet que vous voyez en bas, c'est le tout premier dessiné par le Bernin en 1664. Il le fait de Rome, c'est-à-dire qu'on lui a envoyé les projets du premier architecte du roi, qui était Levaux, en lui disant, ben voilà, essayez de faire mieux que ça. Il ne les a même pas regardés parce qu'il ne voulait pas être influencé. Donc il n'a même pas regardé les plans de Levaux, il n'a même pas regardé l'environnement. Et il a fait un projet un peu hors sol. Et très clairement, on sent dans ce projet l'envie d'épater. Il se dit, tiens, j'ai travaillé pour le roi de France, je
vais tout donner et je vais sortir un truc que personne n'a jamais vu. Et effectivement, c'est un projet tout à fait étonnant, avec une rotonde convexe, reliée à deux ailes latérales par deux ailes concaves. Donc il y a des courbes, il y a des contre-courbes, il y a un patio surmonté d'un attique en forme de couronne. C'est tout à fait étonnant. Ça ressemble à rien de ce qui se construit à l'époque en France, hein, avec ces bâtiments qui avaient tous des toits assez pentus, qui étaient caractéristiques du style français à l'époque. Mais ça ne ressemble absolument à rien de connu non plus en Italie. Et on s'imagine, quand on essaye de se représenter ça en face de Saint-Germain-l'Auxerrois, c'était quand même le lieu où ça aurait dû être construit. Pourquoi le fait que ce soit face à Saint-Germain-l'Auxerrois posait un plus grand problème? Non, ça ne posait pas particulièrement un plus grand problème, mais c'est sûr que voilà, le souci d'un bâtiment comme celui-là, c'est aussi de s'harmoniser avec ce qu'il y a autour. Donc du côté de la Seine, ça ne pose pas un problème énorme. Du côté de la rue de Rivoli, qui n'existait pas encore, ça ne pose par définition pas un problème énorme. Donc les deux façades, je dirais, un peu stratégiques, c'était la façade donnant sur les Tuileries et la façade faisant face à Saint-Germain-l'Auxerrois, qui en plus était destinée à être la façade principale, donc par définition la plus prestigieuse et la plus noble. Donc il fait un deuxième projet qui n'est pas représenté ici, toujours de Rome. Colbert est extrêmement critique sur les deux projets, d'ailleurs moins pour des raisons esthétiques que pour des raisons pratiques, parce que Colbert était un homme méticuleux et qui s'intéressait plus à l'aspect pratique des choses qu'à l'aspect esthétique, et donc il fait des tas de remarques très méticuleuses et très humiliantes au Bernin sur le fait que les escaliers ne sont pas assez larges, qu'il n'y a pas assez de lumière, qu'on ne sait pas bien par où on va évacuer les excréments, enfin ce genre de choses qui avaient un peu le don d'irriter le Bernin, qui aurait aimé qu'on lui fasse des compliments sur la majesté de ses projets. Et donc au bout de deux projets, on lui dit que ce serait quand même plus simple de venir à Paris. Et donc, Louis XIV prend sa plus belle plume et de sa propre main, ce qui était quand même un honneur assez rare pour quelqu'un qui n'avait pas rang ni de prince de l'Église ni de chef d'État, prie très humblement le Bernin de bien vouloir venir à Paris, ce qu'il fait au mois de juin 1665. Il va donc y passer 4 mois et demi. Et très rapidement, après avoir repéré les lieux, il se met à son troisième projet, dont vous pouvez voir une des versions effectivement en haut. Alors vous voyez tout de suite que c'est quand même beaucoup plus sage. Il n'y a plus de courbe, on est revenu à la ligne droite, même s'il y a des décrochements. Il y a toujours effectivement une idée de majesté assez imposante, mais effectivement on se rapproche quand même quelque chose de plus classique. Mais en même temps, ça garde quand même un air très italien. Il y a notamment ce soubassement en forme de rocher qui était destiné donc à prendre place à l'endroit des douves, qui est quelque chose de très italien. C'est quelque chose que vous voyez fréquemment à Florence notamment, un peu moins à Rome, mais quand même. On n'a jamais vu ça en France. Il y a ces toits en terrasse qui sont communs aux trois projets du Bernin, qui sont tout à fait inhabituels en France, qui contribuent un peu à choquer les adversaires de ces projets. Le paradoxe étant que c'est un dispositif qui est très critiqué quand il vient du Bernin, mais qui sera repris par les architectes français une fois qu'ils auront récupéré le chantier. Donc on voit qu'effectivement le Bernin ouvre des pistes pour un changement radical par rapport à l'architecture française. Ce sont des pistes qui lui sont reprochées, mais en même temps, ses adversaires sauront s'en souvenir pour trouver effectivement un style nouveau d'architecture qui soit à la fois
beaucoup plus français que celui que propose le Bernin, mais en même temps radicalement nouveau pour correspondre à l'idée que Louis XIV se faisait de la majesté royale et dont il ne trouvait pas de traduction à ce moment-là dans l'architecture française. Finalement, l'histoire retiendra que le Bernin fit des choses merveilleuses à Rome, mais qu'à Paris, cela a échoué. Est-ce que vous pouvez plus nous détailler et comparer Saint-Pierre de Rome par rapport au Louvre ou aux Invalides ou au Val-de-Grâce? C'est compliqué ça. C'est très compliqué comme question. Saint-Pierre, de toute façon, c'est un composite. Hein. C'est un travail collectif qui s'est étalé sur plusieurs siècles. Le travail qui a fait le Bernin, c'est un travail, je dirais, il a à la fois amendé le travail de ses prédécesseurs et en même temps profondément remodelé le visage de l'Église mère de la chrétienté. Le travail qu'il fait à l'intérieur de la basilique est essentiellement un travail de décoration, c'est-à-dire que c'est pas lui évidemment qui a conçu l'architecture principale, son travail a consisté à animer, à colorer, à réchauffer cette gigantesque architecture qui était menacée d'une certaine froideur, qui pouvait risquer de ressembler à ce qu'on n'appelait pas encore un hall de gare. Il va le faire de différentes manières, il va le faire effectivement en collant du marbre partout, en mettant des tas de décorations extrêmement vivantes, extrêmement colorées. Il va le faire surtout en redessinant la perspective intérieure de la basilique avec son baldaquin qui est au-dessus, incroyable, qui est au-dessus de l'autel principal, qui va recentrer la perspective de la basilique, et avec cette gloire qui est tout à fait au bout, qui, elle, clôt la perspective, et donc, comment dire, à la fois lui donne une limite, et en même temps l'ouvre sur une espèce d'infini de lumière qui est tout à fait étonnante. Et pour la place, son travail essentiel, c'est donc la colonnade, qu'on ne voit pas ici, mais qui est une œuvre qui n'a pas de but réel, si ce n'est de modifier les proportions du reste. C'est-à-dire que on critiquait beaucoup les proportions de la basilique à cette époque-là, qui étaient jugées très imparfaites, et en fait le principal objectif de la colonnade est de modifier la perception qu'on a de ces proportions par un jeu de contraste et d'équilibre tout à fait savant, qui est d'autant plus étonnant que le Bernin ne pratiquait pas du tout une architecture savante. Il travaillait aujourd'hui, on dirait, au pif, et il s'en vantait d'ailleurs, et on lui demandait pourquoi est-ce que vous avez fait ça comme ça, pourquoi est-ce que vous avez placé telle masse ici. Il disait parce que je le sens comme ça. Alors ça pouvait paraître un peu court, mais c'était génial. En France, on va, au contraire, c'est une des raisons qui a choqué un peu, fonctionner sur des idées de symétrie beaucoup plus mathématiques. On le voit très bien dans cette colonnade de Perrault qui fait face à Saint-Germain-l'Auxerrois. On est vraiment dans une forme de symétrie absolue, presque, que certains trouvent beaucoup trop rigide. Alors que donc il y a quelque chose d'extraordinairement linéaire qu'on va retrouver évidemment à Versailles, alors que le Bernin aimait, en bon baroque qu'il était, jouer sur les contrastes, sur les effets de dissonance, sur les effets de surprise aussi. D'ailleurs, pour la place Saint-Pierre, il avait prévu de fermer la place par une genre de simple portique clos qui en fait l'aurait fermé, ce qui fait qu'on même aujourd'hui, si après on ait creusé cette gigantesque avenue qui conduit à
à la place Saint-Pierre, on ne la verrait pas de loin, on la découvrirait au dernier moment en y arrivant, parce que voilà, pour le Bernin, l'aspect théâtral et l'aspect de choc de la découverte était quelque chose de très important. Pour finir, 20 ans après son retour à Rome, le roi Louis XIV reçoit sa statue équestre, la statue équestre qu'il rejette et qu'il n'apprécie pas. Est-ce que c'est un symbole de ce fiasco du voyage du Bernin à Paris et de l'art italien en France? Oui et non. Ça n'est pas un symbole du rejet de Louis XIV vis-à-vis d'un goût berninien qui serait trop baroque, trop exubérant, parce qu'on a vu tout à l'heure effectivement ce buste de Louis XIV qui a été réalisé donc 20 ans avant celui-ci et qui est tout aussi exubérant et tout aussi baroque, que Louis XIV a trouvé absolument sublime et qu'il a fait l'année même où cette statue équestre suscite le rejet de Louis XIV, donc en 1685, c'est l'année où Louis XIV fait venir le buste du Bernin pour le placer dans le château de Versailles, donc en très bonne position. Donc c'est pas du tout le goût berninien qui est en cause. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, cette commande de la statue équestre qui a été faite après le départ du Bernin, c'est un peu un lot de consolation. On l'a laissé partir de Paris en lui disant « Écoutez, vos projets sont formidables, vous êtes obligé de rentrer voir le pape, mais on va continuer à y travailler. Vous allez d'ailleurs nous laisser votre assistant qui travaillera en votre absence. Et puis vous, de Rome, vous continuerez à faire des projets pour le Louvre. » Mais en même temps, il semble qu'à cette époque-là, on se soit déjà aperçu que ces projets étaient trop italiens pour Paris, que ça n'allait pas coller, et qu'on était déjà décidé à ne pas les construire. Et donc, mais on a quand même fait lanterner pendant 2 ans, et 2 ans après, en 1667, on lui écrit en lui disant que malheureusement, il y a la guerre de dévolution d'Espagne qui pompe beaucoup d'argent et que ça ne va pas être possible. Mais comme lot de consolation, quelques mois plus tard, effectivement, Colbert lui écrit à nouveau pour lui passer commande de cette statue équestre, que le Bernin va mettre beaucoup de temps à faire parce que probablement il était un peu fâché, ce qui peut se comprendre, un peu de mauvaise humeur, donc il met pas mal de temps à s'y mettre. Il était aussi, je pense, un peu vieillissant, donc je pense que ses forces étaient moins disponibles pour une œuvre aussi colossale. Toujours est-il qu'il met plusieurs années à faire cette statue, qu'une fois qu'elle est achevée, Colbert, pour des raisons mystérieuses, s'en désintéresse absolument. On ne se préoccupe pas de la faire venir à Paris, le Bernin lui-même meurt, enfin, tout ça tombe un peu en déshérence. Et donc, je vous passe les détails, mais ça n'est qu'effectivement 20 ans plus tard qu'elle arrive à Paris. Et là, il y a un phénomène de décalage temporel, en fait, parce que c'est une statue du jeune Louis XIV qui arrive à un moment où celui-ci veut donner de lui-même une image beaucoup plus solennelle, beaucoup plus calme et beaucoup moins conquérante. Et en fait, cette statue arrive 20 ans trop tard, tout simplement. Elle n'est plus dans le goût du temps, elle n'est plus dans l'esprit du règne. On dirait aujourd'hui c'est un problème de timing, voilà. Alors, non. Justement, problème de temps, non pas de timing, parce que sinon on va se faire engueuler oui, par on l'assurance sur Radio Courtoisie. On n'est pas sur Radio Courtoisie. C'est mieux que Radio Courtoisie. Tout à l'heure, vous avez dit, ah oui, d'abord la statue, on peut la voir donc, au Louvre, hein, puisqu'elle a été sauvée de la politique culturelle de la Révolution. Oui, c'est une copie en plomb, effectivement. Comme Louis XIV n'aimait pas la statue, il demande d'abord à ce qu'on la brise. Alors on a, Dieu merci, su le détourner de ce projet, mais pour qu'on puisse plus dire que ce soit une statue de Louis XIV, on a changé de visage et on l'a transformée en statue d'un héros romain. Et c'est ce qui l'a sauvé à la Révolution, parce que du coup, n'étant plus considérée comme une effigie de Louis XIV, elle n'a pas été détruite comme l'ont été la plupart des statues équestres qui avaient été érigées durant le règne. Alors l'original a été longtemps à la pièce des Suisses, où maintenant je crois est une copie. L'original est à l'orangerie du château de Versailles.
Et ça, c'est une copie récente. En fait, quand M. Paye a fait la pyramide du Louvre pour le compte de François Mitterrand, il a eu la très bonne idée de dire bon, c'est très bien de faire le Grand Louvre, mais il faudrait quand même qu'il y ait Louis XIV quelque part là-dedans. Donc il s'est enquis de savoir quelles effigies de Louis XIV existaient. On lui a parlé de sa statue équestre. Comme il était grand admirateur du Bernin, il a dit c'est ça qu'il nous faut, et il a commandé cette copie en plomb qui donc est dans la cour du Louvre depuis, je crois, 1989 seulement. Alors justement, très bien, politique culturelle de Louis XIV, tout à l'heure vous avez dit que c'était la politique culturelle idéale. Louis XIV aurait accepté Paye? C'est une bonne question. La question n'est pas la question de la nationalité. On le voit très bien puisque Louis XIV a fait venir le Bernin. Louis XIV a confié la refondation de la musique française à un Italien, Lully. Mais à une condition, c'est que cet Italien, tout en gardant effectivement ses origines, tout en gardant les influences issues de ses origines, à la condition qu'il fasse de la musique française. Et donc, l'obsession de Louis XIV était effectivement de promouvoir un art qui dise quelque chose de l'âme de la France, qui traduise l'âme de la France d'une façon ou d'une autre, en notes, en pas de danse, en alexandrin ou dans la pierre. Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé de la pyramide du Louvre. C'est difficile de faire parler les morts. Ce qui est certain, c'est que la pyramide du Louvre, la Grande Arche de la Défense, l'Institut du monde arabe, enfin tous les grands monuments mitterrandiens, même si l'Institut du monde arabe a été commandé avant, sont assez emblématiques de ce qu'on a appelé le style international, c'est-à-dire qu'il y a sur le marché de l'architecture une quinzaine de grands noms de l'architecture, dont certains d'ailleurs sont français, qui vont exercer leur talent de manière tout à fait nomade. Un jour ils font un bâtiment à Bilbao, le lendemain ils en font un autre à Londres, le troisième jour à Madrid, et tout ça sans jamais chercher à varier leur style, c'est-à-dire que la question de l'adéquation de ces bâtiments au contexte culturel local n'existe pas. Elle est même considérée comme indécente. L'art se doit d'être universel et non pas ancré dans un contexte culturel particulier, national, et donc par définition étriqué. Donc là, on est vraiment dans la conception inverse, à mon sens, de celle qui prévalait à l'époque de Louis XIV. Mais du coup, ça dit quelque chose de l'âme de la France, puisque c'est lisse, c'est impersonnel, vide. Oui, mais pas de l'âme de la France, ça dit quelque chose de l'époque moderne, mais pas de l'état de l'âme de la France actuelle. Bah, ce qui dit quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on a une politique culturelle qui ne se soucie plus de la France. On a une politique culturelle qui cherche à briller par tous les moyens, mais qui ne cherche pas à être spécifiquement française. Alors, justement, parlant de politique culturelle, nous sommes un jet de pavé du ministère engagé par l'art contemporain. Si après une divine surprise, ici même nous prenons le pouvoir, les Tuileries ont été reconstruites, le roi est à Paris, et on vous nomme ministre rue de Valois. Je refuse absolument. Ah, vous n'avez pas le choix, c'est ça, vous avez style. Donc quelles sont les trois premières mesures que la rue de Valois doit annoncer? Ça, c'est une très très bonne question, je vous remercie d'avoir posé. Je ne vais pas dire à chaque question vous dites ça va être beaucoup, mais ça me laisse le temps de réfléchir en même temps. Quand vous réfléchissez, la rue de Valois, pour les provinciaux qui nous regarderaient, c'est le ministère de la Culture. Le prix pour les provinciaux. Ouais, pardon, c'est du parisianisme, mauvais goût. Mais c'est toujours pour gagner du temps. Non, mais je pense que la première chose à faire, c'est effectivement de désofficialiser l'art, c'est-à-dire que, notamment en termes de tout ce qui est des arts plastiques, n'existe aujourd'hui que ce qui a le soutien de l'État. Il y a vraiment il y a eu une
phagocytation du marché de l'art par les institutions culturelles, étatiques, et qui ont imposé un goût unique. C'est-à-dire qu'effectivement, sous Jack Lang, on a créé un corps d'apparatchiks qui sont chargés d'acheter des œuvres pour le compte de l'État et ses antennes locales, suivant un goût unique, un goût officiel, qui ne laisse la possibilité à rien d'autre d'exister. Donc ça, je pense que c'est Louis XIV aussi. Sous Louis XIV, Lully verrouille l'opéra, puis personne ne peut faire autre chose que du Lully. C'est une très mauvaise question que je ne vous remercie pas d'avoir posée. C'est pareil sous Napoléon III, c'est pareil, Offenbach a beaucoup de mal au départ à pouvoir imposer son style. Il y a quand même un goût prédominant quoi qu'il arrive, non? Oui, alors, d'abord, il y a un goût prédominant, c'est pas tout à fait la même chose si c'est un goût personnel et si c'est un goût administratif. C'est-à-dire que un mécénat public est nécessaire. Si c'est un choix personnel de quelqu'un qui a un goût formé et sûr et qui l'impose, ça peut donner des résultats excellents. Si c'est un système administratif qui produit une espèce d'opinion moyenne qui se conforme bêtement, pardon pour la répétition, au conformisme de l'époque, par définition, c'est une catastrophe. Par ailleurs, je ne pense pas qu'à aucune époque il y ait eu un totalitarisme tel dans le choix des artistes. C'est-à-dire que il y a une doctrine de l'art contemporain qui existe et qui ne refuse absolument de reconnaître comme étant de l'art tous les gens qui sortent de ces courants dominants. Otto Kéros a parlé d'art caché à propos des artistes qui refusaient de rentrer dans ce moule-là. Je pense qu'elle a parfaitement raison, parce qu'un certain nombre d'artistes sont contraints à une forme de clandestinité. Il y a un refus du pluralisme qui est tout à fait étonnant et qui, à mon sens, est tout à fait inédit. Et puis, bon, il y a le problème particulier de cet art contemporain, qui est un art de rupture, qui est un art de rébellion contre la notion même de beau. Donc le fait de voir cet art-là, qui est un art par définition subversif, devenir un art, tout ce qui est plus officiel, est un problème très sérieux. Est-ce que, enfin, la question que je me suis posée, est-ce que c'est pas notre regard, enfin notre œil est habitué aussi à ce que l'histoire nous a légué. On a trouvé beau ce que le temps a permis de patiner. Est-ce que la façade en vague ou la rotonde de Le Bernin, si elle avait été construite, même si c'est pas le goût parisien et pas le temps habitué à la colonnade française, elle se serait inscrite, même Saint-Germain-l'Auxerrois n'aurait rien dit contre, et là, oui. à Yagon, ce grand historien de l'art, après avoir saccagé Versailles, dit Versailles finalement c'est du kitsch. Ah. À l'époque. Oui, enfin, je pense que c'est un comment dire, il signe sa propre condamnation en disant une connerie pareille. Oui, effectivement, si on avait construit le projet du Bernin, on s'y serait habitué et on trouverait ça finalement beau, parce que c'est beau, effectivement, c'est un beau projet. Le problème, c'est qu'il manquerait quelque chose à Paris. Il manquerait une architecture proprement française qui est née du rejet du Bernin et qui lui donne cette touche si particulière, qui lui est propre. Voilà, moi j'adore Rome et je suis très content de trouver l'architecture à Rome, romaine quand je vais à Rome, et je suis très content de trouver l'architecture française quand je vais à Paris, quand je suis à Paris. Donc je pense que cette diversité est nécessaire. Après, pour revenir sur la création contemporaine, ce que je trouve aussi très utile dans une politique culturelle, c'est de résister au nihilisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une culture officielle qui est une culture qui tourne le dos au beau, qui tourne le dos au vrai,
contribue à rendre le monde dans lequel on vit un monde de plus en plus déstructurant et de plus en plus inconfortable. Et je pense que le but d'une politique culturelle, c'est exactement l'inverse. C'est de construire, c'est d'élever, et c'est d'être civilisateur. Si on reste dans l'exemple de l'architecture, ce style international, bon, on peut en penser ce qu'on veut, moi j'en pense plutôt beaucoup de mal, mais après tout, voilà, il y a des gens qui trouvent que le musée Guggenheim à Bilbao c'est formidable, pourquoi pas. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est complètement déshumanisant, en dehors des questions proprement esthétiques. C'est déshumanisant parce que d'abord c'est de l'architecture. L'architecture contemporaine fait très souvent penser aux montres molles de Dali, c'est-à-dire qu'il y a des formes qui sont complètement déstructurées, ça part dans tous les sens, on ne sait pas très bien, on a beaucoup de mal à se positionner par rapport à ça. C'est une architecture qui donne une profonde impression d'instabilité, et d'autre part c'est déshumanisant parce que tout simplement comme c'est les mêmes bâtiments qui sont construits par les mêmes architectes partout dans le monde, on ne sait plus, voilà, on n'a plus de repères, on ne sait plus si on est à Tokyo, si on est à Toronto. Là ça nous ennuie parce que c'est pas français, mais finalement Versailles a été copié dans le monde entier. À Peterhof, en Espagne, en Portugal, il y a des exemples, des copies de Versailles, mais de Bavière après. Ça nous plaît parce que c'est français, et que l'hégémonie culturelle, là, elle nous ennuie parce qu'elle n'est pas française. Oui, mais c'est vrai que d'abord, moi je suis content parce que avant Louis XIV, c'est la France imitait l'Italie, et que je préfère que ce soit les autres qui imitent la France plutôt que l'inverse. Mais par ailleurs, c'est vrai que quand on regarde les imitations de Versailles qui ont été faites un peu partout, elles ont été faites quand même dans la législation aux styles nationaux qui est quand même assez évidente. C'est évident à Saint-Pétersbourg, voilà, tout ça est ripolliné à la russe, si je puis dire. Et pareil en Bavière ou ailleurs. Enfin, je pense qu'il y avait une idée de réacclimater les choses suivant les cultures locales qui étaient très fortes à ces époques-là, même si, voilà, à toutes les époques, il y a une culture dominante qui irradie sur les autres, mais de la même façon qu'effectivement, pendant longtemps, l'Italie a irradié sur la culture française, ça ne pose pas problème si effectivement on est capable de l'incorporer, de l'ingérer et d'en faire quelque chose qui nous soit propre. Mais il faut qu'il y ait ce mécanisme-là. Moi je pensais que la première mesure du ministère de la Culture, ça aurait été d'être dissous. Est-ce que c'est vraiment l'utile du ministère de la Culture? Moi, ça me gêne toujours un peu quand on dit ça, parce que malgré tout, dans le ministère de la Culture, il y a quand même déjà un aspect patrimonial. Alors on peut dire, voilà, on va arrêter le ministère de la Culture et rebaptiser ça ministère du patrimoine, mais bon, c'est quand même ça reste un ministère de la Culture, que par ailleurs, dans un monde qui est soumis de plus en plus aux lois du marché, ça peut être intéressant d'avoir une institution étatique qui veille à protéger une certaine forme de gratuité, de création gratuite. Donc non, je pense que le ministère de la Culture a son utilité. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter la manière actuelle dont il fonctionne, qui est une manière essentiellement clientéliste, c'est-à-dire que ça consiste à acheter à coup de subvention des relais d'opinion qui vont ensuite répandre la bonne parole auprès des électeurs. Ça, c'est sûr qu'il faut mettre un frein à tout ça immédiatement, et qu'il faut effectivement arrêter de promouvoir sur fonds publics une culture officielle qui est une culture foncièrement nihiliste. Parce qu'en dehors de sa laideur, quand vous regardez l'art contemporain, tout le discours qui l'entoure, tout le discours qui le fonde, qui en est l'essentiel, puisqu'en fait il n'y a pas vraiment d'œuvre, c'est le discours autour des œuvres qui est la vraie substance. C'est un discours profondément nihiliste, avec une fascination tout à fait morbide pour tout ce qui est déclin, pourriture, mort, et puis surtout un discours de déconstruction du réel qui vous explique
en permanence qu'il n'y a pas de certitude, qu'on ne sait rien, que rien n'est stable, que tout fout le camp, et qu'on est complètement perdu dans un univers qui n'a pas de sens. Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'État de promouvoir ce genre de valeurs, et je ne pense pas d'ailleurs non plus que ce soit le rôle de l'art d'enfermer l'homme dans cette négation absolue de toute valeur positive. Donc plus Malraux que Jacques Lang. Malraux qui veut conserver les monuments, qui veut que les pierres parlent aux enfants des générations futures, plutôt que Jacques Lang qui veut mettre le tag ou le rap dans les arts premiers. Non, mais ça c'est une évidence absolue. Alors Louis le Grand n'est plus, la France n'est plus tout à fait mère des arts. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Paris ou Versailles redevienne un centre culturel, un foyer, un arbitre des élégances reconnu dans le monde entier? Parce qu'objectivement ça n'est plus trop. Non, ça n'est plus trop. Aujourd'hui, Paris, c'est une instance de valorisation de courants d'art contemporain qui se créent et qui se décident ailleurs. C'est-à-dire que les grandes forces créatrices, entre 12 paires de guillemets, de l'art contemporain sont ailleurs et la France n'est là que pour leur conférer une légitimité de prestige, notamment en accueillant des expositions dans ces lieux patrimoniaux valorisants comme Versailles ou comme l'Hôtel de la Monnaie à Paris, ou comme le Louvre d'ailleurs, parce que le Louvre accueille aussi des expos d'art contemporain maintenant. Comment faire pour replacer Paris au centre de la création artistique? Ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est une des raisons pour lesquelles je n'aimerais pas être nommé ministre de la Culture demain, parce que c'est pas simple. Il y a de toute façon, il y aura un temps de latence parce que l'art c'est une tradition, cette tradition a été rompue et qu'on ne va pas la recréer du jour au lendemain, même s'il y a des gens qui marginalement essayent de la maintenir, mais il faudra recréer des traditions, des héritages, des transmissions. Ça ne va pas être simple, mais je pense que la priorité des priorités d'un ministère de la Culture demain serait tout simplement libérer les énergies pour que ce soit possible, c'est-à-dire déjà faire en sorte que les artistes qui se reposent sur l'idée de transmission ne soient pas systématiquement découragés, persécutés, mais qu'ils puissent éventuellement être encouragés, et qu'on repense de fond en comble, par exemple, la politique de l'enseignement artistique, qui est à peu près, je pense, inexistante aujourd'hui. Voilà, il y a un certain nombre de choses à faire qui ne sont pas du tout des choses spectaculaires et médiatiques et qui ne produiront pas des flux immédiats, mais qui sont à mon avis les seuls vraiment nécessaires. Est-ce que pour avoir une gloire culturelle, est-ce que la condition sine qua non, c'est pas d'avoir une gloire politique et même une puissance financière? Et puis, la France rayonne dans ses arts parce que Louis XIV est puissant. Alors j'ai un contre-exemple, c'est l'Italie, qui n'est pas forcément forte politiquement et qui pourtant rayonne. Oui, c'est vrai, c'est sûr qu'il y a un lien entre les dimensions politiques, économiques et culturelles. En même temps, il y a des tas de contre-exemples. Alors vous me direz, c'était la continuation de quelque chose qui existait avant, mais bon, la création cinématographique pendant l'occupation a été absolument florissante et géniale, et je pense que la France n'était pas vraiment au sommet de sa puissance à ce moment-là, donc voilà, c'est pas... Il y a aussi une gratuité dans le génie qui n'est pas directement indexable sur la puissance économique. Voilà. Deux dernières questions. Parce que je vois que mon temps est dépassé. Non. La langue, c'est le ciment de la civilisation. Pour bien vivre ensemble, il faut pouvoir se comprendre. Donc finalement, la réforme qui va nous tomber dessus est plutôt une bonne chose. On va pouvoir enfin tous se comprendre et parler une langue, y compris avec les jeunes. C'est vachement bien, non ? C'est super, on va pouvoir communiquer avec les jeunes.
Non, mais c'est vrai que ça, c'est aussi un des aspects de la politique culturelle, c'est-à-dire que clairement, le désastre de l'éducation nationale a des incidences sur la qualité de la production culturelle. C'est sûr que quand vous voyez, quand vous lisez un peu la production littéraire française contemporaine, vous vous apercevez qu'effectivement, c'est souvent produit par des gens qui ont un niveau de culture générale assez minimal. Et par ailleurs, dans tout un tas d'autres domaines, si effectivement l'école n'est plus capable aussi de faire cette transmission, cette éducation au beau qu'elle faisait autrefois, ça a forcément des conséquences sur la création artistique. Donc effectivement, c'est un problème qui dépasse très largement le plan et du coup les prérogatives strictes du ministère de la Culture, c'est-à-dire qu'il faut reprendre tout à la base et rebâtir une politique au sens large qui est le souci du bien commun et le souci de la transmission. Et effectivement, ça c'est vrai dans tous les domaines et notamment à l'école. Donc, petit message personnel, Fleur, si tu nous écoutes, je t'invite à traverser la rue et à venir au cercle de Flore. Dernière uchronie, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie française. Quel serait votre candidat idéal? Quel est celui à qui vous allez, vous savez, dans les visites où il se constitue, là, lequel vous allez recevoir avec déférence, amitié, émotion, enthousiasme, admiration? Donc une petite liste comme ça: Maurras, Zemmour, Sébastien Lapac, Houellebecq, Richard Millet, Fabrice Adjadj, Nabila, Sarkozy, Finkielkraut. Finkielkraut c'est déjà fait, donc voilà. Vous l'auriez bien reçu? Ah ouais, avec grand plaisir. Je trouve cette question embêtante parce que il n'y a pas beaucoup de candidats. J'avais bien commencé, je termine bien mon oral. Non, il n'y a pas beaucoup de candidats très évidents. Il y a des candidats sympathiques. Richard Millet, c'est pas mal. Moi personnellement, je ne le goûte absolument pas. Je trouve que c'est un écrivain qui a un style extraordinairement pesant, et puis par ailleurs je me méfie des gens qui n'ont pas d'humour. On l'a fait ici, il a fait d'humour. Pas par écrit en tout cas. Bref, vous couperez cette question. Non mais alors du coup, qui est-ce qu'on mettrait? Enfin, s'il n'est pas dans cette liste, quel est l'écrivain qui mériterait à l'heure actuelle, à part le grand Charles Maurras, de retrouver sa place, qui pourrait, à l'heure actuelle, trouver grâce aux yeux... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Charles Maurras est mort depuis quelques années. Non, c'est vrai. Non, je vais décliner la question parce qu'il y a des écrivains que je trouve sympathiques, mais aucun dont l'absence à l'Académie française serait un scandale absolu. Raspail? Ah oui, Raspail, tout à fait, voilà. Tout à fait, je n'y pensais pas. Jean Raspail. Mais comme il a renoncé à s'y présenter pour avoir été trop sévèrement snobé, son nom n'était pas venu. Et Jean Raspail, si vous nous entendez, nous vous invitons. Alors moi j'aimerais revenir un petit peu sur votre carrière de journaliste. Donc comme le disait Arnaud Paris, vous êtes arrivé au Spectacle du Monde en 1994. Alors comment en êtes-vous venu au stade de journaliste, et est-ce que si je vous tends ceci, ça vous dit quelque chose? Très très vaguement, je précise parce que nous sommes à la radio, que c'est un numéro des épées, revue effectivement à laquelle j'ai un peu participé. Oui, c'est vrai que moi je suis venu au journalisme par le militantisme. Hein. J'ai fait mes premières armes journalistiques très précisément dans ces locaux. Mais c'était effectivement pas du tout quelque chose auquel je me destinais et auquel j'avais pensé pour en faire une carrière. Et puis finalement j'ai pondu quelques articles pour des raisons militantes qui n'ont pas totalement déplu. Et donc voilà, l'idée a fait son chemin d'écrire de manière plus professionnelle. Et voilà, j'ai commencé comme pigiste effectivement au Spectacle du Monde. Et je dirais insensiblement, sans que je le prévoie et que ça devienne
que ce soit un plan de carrière, c'est devenu mon métier. Et donc Sciences Po vous a aidé dans votre cheminement ou pas du tout? Oui, j'avais choisi Sciences Po parce qu'en fait je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et du coup, voilà, parmi les formations pas totalement médiocres, c'était celle qui laissait le plus d'ouverture possible quand on était un peu indécis comme moi. Voilà, c'est sûr que ça procurait à l'époque une culture générale assez solide. On y parlait pas mal de littérature. Il y avait pas mal de séminaires sur les liens entre littérature et politique. Un des tout premiers cours que j'ai eu dans le Grand Amphi, c'était un cours sur Drieux-La Rochelle. Voilà, on parlait de choses comme ça. Donc ça a éveillé la sensibilité, la curiosité pour ces sujets-là aussi. Et puis le discours sur l'importance politique de la culture était très présent à l'époque. Qui se faisait à ce moment-là sur la façon effectivement dont la prise de pouvoir culturelle par la gauche avait préparé son accession au pouvoir politique tout court. Donc ça ne pouvait que faire tilt dans ma tête. Ça m'a mis très, très tôt l'idée qu'effectivement le journalisme culturel, c'était pas un passe-temps, mais c'était aussi un instrument de combat politique. Ou de métapolitique. Donc vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef des pages culture de Valeurs Actuelles, mais vous traitez d'autres sujets, notamment des sujets politiques. Est-ce que c'est vous qui choisissez ou est-ce que vous avez des obligations de la part de votre rédaction? Ça nous arrive effectivement d'avoir à écrire sur des sujets qui ne nous inspirent pas spécialement parce que nécessité fait loi. Nous, on est une petite rédaction par rapport à nos concurrents. Actuellement, je pense, une vingtaine de permanences, qui pour un hebdomadaire national est très peu. Donc on a une forme d'obligation de polyvalence, c'est-à-dire que quand il y a les attentats du 13 novembre et qu'il faut bâtir en 2 jours un dossier d'une quarantaine de pages, c'est tout le monde sur le pont et vous vous retrouvez à faire des articles sur la propagande islamiste, que vous vouliez ou non. Bon, par ailleurs, ça m'amuse plutôt. Et puis, moi j'ai toujours détesté l'idée de spécialisation, donc même si c'est important d'en avoir une forme, c'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à une forme d'expertise en creusant certains sujets plus que d'autres, l'idée d'être enfermé dans un créneau me fatigue, donc j'aime bien l'idée de pouvoir passer de Woody Allen à Frank Gelico. Et donc voilà, j'essaie de rester toujours, d'avoir plusieurs fers au feu, et donc en me nommant rédacteur chef de culture, on m'a demandé spécifiquement, et j'en étais très content de continuer à assurer le suivi de l'information religieuse, par exemple, voilà, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Mais Charles Perrault, qui était donc le principal adjoint de Colbert à la surintendance des bâtiments, disait que Colbert, pour se reposer, il changeait de travail, il passait d'un travail à un autre. Voilà, c'est une forme de repos que j'aime bien pratiquer aussi. Donc vous parliez de sujets parfois un peu pénibles à traiter. Le sujet le plus fastidieux que vous ayez eu à traiter? Je crois que le plus fastidieux et le plus désespérant, c'est qu'on m'avait demandé de faire un dossier de couverture pour Valeurs Actuelles qui serait un état des lieux de la progression de l'implantation des mosquées en France. Donc il a fallu que j'aille sur tout un tas de sites islamistes pour voir où étaient les mosquées, combien il y en avait, de quelle tendance elles étaient, et puis d'essayer effectivement trouver des instruments pour mesurer leur progression depuis une dizaine d'années. Et d'abord c'était très ennuyeux à faire parce que voilà, il n'y avait pas de source existante très solide, donc il fallait picorer des trucs à droite à gauche. Et puis c'est vrai que au fur et à mesure que je rédigeais mon article, j'étais de plus en plus désespéré. Donc voilà, c'était pas très agréable. Alors, sur la tendance journalistique actuelle, vous dites que la droite n'assume pas convenablement le journalisme d'ordre culturel.
culturelle, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Vous dites la droite le pratique en se contentant de singer ce qu'écrit la gauche. Rares sont les journalistes qui assument de faire de la critique culturelle avec une grille de lecture de droite, alors que nos confrères de gauche trouvent tout naturel d'y appliquer leur vision idéologique. Donc comment on arrive soit à mettre un peu de sa vision idéologique dans ses papiers sans tomber dans une idéologie systématique comme le font effectivement certaines personnalités de gauche. Je pense que de toute façon, on ne peut qu'écrire avec une vision du monde particulière. Moi, j'ai une formation intellectuelle, j'ai des choix politiques qui informent ma manière d'analyser les choses, ma manière de penser, et je serais totalement schizophrène si je mettais ça de côté au moment d'écrire un article, de la même façon que quand j'écris un article d'information religieuse sur tel ou tel aspect de la vie de l'Église, je peux pas faire un truc complètement neutre comme si j'avais pas la foi, c'est pas possible. Donc je pense que c'est une question de sincérité, c'est une question d'honnêteté. Et ceux qui prétendent être totalement neutres sont soit des imposteurs, soit des ectoplasmes qui arrivent à une forme de neutralité parce que tout simplement ils ne pensent rien et que du coup ils n'imposent pas un point de vue. Mais c'est vrai que c'est à la fois compliqué parce que faire du journalisme culturel quand on est de droite dans un milieu qui est quand même, je pense que dans tous les secteurs de la société française, celui qui est resté le plus gauchiste, c'est quand même le milieu culturel. Donc c'est vrai qu'on n'est pas, quand on essaie d'assumer ce genre de conviction à droite, on n'est pas forcément reçu à bras ouverts. En même temps, ça peut être assez confortable parce que du coup, des journalistes de droite qui assument leur positionnement de droite, il n'y en a pas 250. Donc on a une sorte je dirais pas de monopole, mais enfin c'est vrai que voilà, ça vous ouvre des boulevards. Voilà. Alors Samuel Prouveau, quand il est venu chez nous, donc, qui est rédacteur en chef à Famille Chrétienne, nous disait que la tendance de sa rédaction était un petit peu partagée, donc des journalistes pas forcément tous de la même étiquette politique. Comment ça se passe à Valeurs ? À Valeurs, c'est un journal d'opinion politique, donc il y a une homogénéité politique forte. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous rentrez dans cette rédaction sans en partager les a priori, en tout cas les plus fondamentaux des a priori, vous tenez pas 15 jours, je pense. Après, il y a en même temps un pluralisme, parce que on est tous à peu près d'accord sur les buts fondamentaux de la politique. Après, sur la manière d'incarner le bien commun, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, il y en a qui sont tout à fait libéraux, d'autres qui sont des anti-libéraux forcenés. Il y a des gens qui sont plus ou moins atlantistes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Voilà, il y a des nuances évidentes qui sont parfois des nuances importantes. Alors, je ne vous parle pas en plus, je ne vous parle pas des problèmes strictement politiciens parce qu'effectivement, là, ça devient du lourd. Mais voilà, au-delà de ces nuances, je pense qu'on partage de manière assez homogène une vision du monde, une vision de ce que doit être la politique et une vision de ce que doit être l'intérêt de la France. Je prendrai un exemple particulier, c'est la question des racines chrétiennes de la France. Parce qu'il on n'est évidemment pas tous catholiques ni catholiques pratiquants à valeurs actuelles. Il y a des athées, il y a des gens d'autres confessions. On est absolument tous d'accord sur le fait que la France est un pays chrétien, de racines chrétiennes, d'identité chrétienne, et que c'est cette identité-là qu'il faut promouvoir. Je vais revenir un petit peu au cœur du sujet, sur l'écriture. Comment est-ce qu'on traite un sujet auquel on est a priori assez hostile ? Je pense notamment au cinéma. Vous avez fait un papier sur la vie d'Adèle, qui était peut-être un film que, a priori, vous n'aviez peut-être pas aimé. Et alors, quand vous l'avez traité, vous n'avez jamais fait d'attaque frontale. J'ai cru comprendre que vous passiez
plus de temps à dénoncer finalement les conditions même du film que d'attaquer frontalement le film en lui-même. Alors pourquoi ce choix, si je ne suis pas trop... Non, c'est pas vraiment ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, au moment où j'ai fait mon papier, il y avait une polémique sur effectivement sur le réalisateur, sur l'absence de respect du réalisateur vis-à-vis de ses actrices. Voilà, moi j'ai mis ça en avant, ce qui était aussi une manière de parler de l'impureté fondamentale du film. Mais c'est des questions compliquées, c'est-à-dire que typiquement mes confrères de droite, quand ils ont descendu, pour ceux qui ont descendu le film, ils étaient quand même assez nombreux, ont choisi de ne pas le faire pour des raisons morales. Ils se sont interdits de le faire pour des raisons morales, et donc c'était dans Figaro, le film était descendu parce qu'il était trop long. Un autre disait oui mais quand même une héroïne qui ont teint les cheveux en bleu pour dire que c'est une artiste, c'est quand même c'est des clichés. Bon, et ils ont cherché des biais pour pouvoir en dire du mal sans attaquer le cœur du problème. Moi j'essaye d'être un peu plus incisif et d'aller un peu plus au cœur des choses. En même temps, c'est vrai que c'est des sujets très délicats parce qu'on ne peut pas non plus faire une critique moraliste. On ne peut pas dire c'est nul parce que c'est contraire à la morale de nos pères. C'est vrai que voilà, il faut essayer de trouver des arguments qui soient à la fois qui fassent référence à certaines valeurs morales auxquelles on est attaché sans sombrer dans le moralisme. Et c'est un exercice qui est extrêmement délicat. Une dernière question, en bonne anti-moderne, vous dites qu'il est essentiel de transmettre et faire fructifier l'héritage reçu. Est-ce que vous y êtes parvenu durant vos années de carrière? Alors ça, c'est pas moi qui vais pouvoir répondre à cette question. J'espère y être parvenu, j'espère y parvenir encore. C'est sûr que pour moi, c'est une obsession. C'est la raison pour laquelle je fais ce métier, et pas seulement parce qu'on reçoit des livres gratuitement et qu'on est invité à des voyages de presse, mais effectivement, j'essaye de transmettre ce que j'ai reçu, j'essaye de le faire fructifier, j'essaye de mettre en pratique cette nécessité de l'héritage et de la transmission dont je parlais tout à l'heure en art. Et puis, oui, notamment dans le journalisme culturel, je pense plus qu'ailleurs, même si c'est parfois un peu désespérant. C'est vrai que moi, quand j'ai publié ce livre sur Fra Angelico, notamment, je me suis dit, voilà, on vit dans un pays qui est au bord de l'effondrement, ça coule de partout, et toi, tu fais une biographie sur un moine dominicain du XVe siècle. Est-ce que tu n'es pas en train de faire comme les gens de Constantinople qui discutaient du sexe des anges pendant que les Mahométans étaient en train d'assiéger les remparts de la cité? On peut se poser ce genre de questions-là. En même temps, je pense que c'est très important de donner aux gens les raisons de combattre, de leur rappeler quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles ils combattent, ce qu'ils ont à défendre. Et ce qu'ils ont à défendre, effectivement, c'est tout cet héritage culturel immense qui nous a fait ce que nous sommes. Et voilà, moi j'espère, à chaque fois que j'écris un article, y compris parfois sur des sujets assez anodins et anecdotiques, c'est toujours avec l'arrière-pensée de planter une petite graine qui germera peut-être ou peut-être pas dans je ne sais trop quel cerveau, mais voilà, l'idée que les articles que j'écris puissent avoir une forme de fécondité spirituelle. Voilà. Laurent Mondrieux, merci beaucoup. Arnaud Paris va vous poser des questions traditionnelles de la fin du cercle de fleurs. Ouais, je vais quand même préciser là, par rapport à l'accusation comme Conrad c'était mort. C'est une peu absurde. C'est le dernier article de Causeur consacré à l'Action française, un article intéressant, très honnête, très objectif.
Le titre, je crois que c'est Maurras pas mort. C'est vrai, mais de là à se présenter à l'Académie française, quand même. Non, mais on pourrait le réhabiliter, c'est ça que je veux dire. Voilà. Alors, les dernières questions. Non, juste avant, j'ai quand même. En fait, d'habitude, je pose toujours la question quel est le livre que vous lisez, mais on va faire plus un petit panel culturel, on va faire une sortie culturelle. Quelle est la revue que vous me conseillez, à part Valeurs Actuelles ou l'Action française? Quel est le journal, la revue, je sèche parce que je n'en ai pas dans le collimateur. Limite, éléments. Non? Non, j'ai pas lu de revue récemment, donc choqué. D'accord. Une expo que vous emmèneriez à Louisia sans problème? Jazia ou quelqu'un d'autre, je l'emmènerais volontiers voir l'exposition sur la mort du roi à Versailles, parce que voilà, c'est un must absolu, et pardon, on n'est toujours pas sur Radio Courtoisie, et il n'y a plus que 15 jours d'ailleurs, donc il faut se dépêcher. Un grand film. Alors un grand film pour moi, c'est un petit film, par ses moyens et par le nombre de salles où il est distribué, mais c'est vraiment le film à voir en ce moment. Ça s'appelle Des filles au Moyen-Âge, et c'est un truc tout à fait étonnant, qui de manière extrêmement malicieuse et folle et fantasque renverse absolument toutes les idées reçues sur ce qu'était le Moyen-Âge, notamment à travers le prisme de la condition féminine, et ça nous renvoie à la source de la spécificité du rapport aux femmes, qui est vraiment un marqueur très fort de l'Occident, qui nous vient en droite ligne du christianisme, et donc tout ça en 1h30, et c'est assez étonnant. J'ai eu la bande-annonce qui n'a pas l'air très chargée. Avant la dernière question, donc je refais ma pub. 18 mars, Jean-Marie Le Mennet, ici même. 1er avril, Basile de Kock. 7 mai, le colloque Je suis royaliste, pourquoi pas vous? Tout à l'heure, vous avez dit la culture et la religion n'ont pas grand-chose à voir. Moi, je pense qu'au contraire, il n'y a pas de culture sans culte. Donc, dernière question, quand vous allez vous retrouver face à Dieu, qu'est-ce que vous attendez qu'il vous dise? Tout le monde a répondu à cette question, même Zemmour. Qu'est-ce qu'il a répondu, Zemmour? Zemmour a dit, je voulais lui demander où sont mes parents, je voulais qu'il me dise où sont mes parents. Eh bien, moi, je crois que je vais vous faire la même réponse. C'est une bonne question, alors on Non, je vais vous faire la même réponse que Pierre Schoendorfer, qui avait répondu quand Bernard Pivot lui avait posé cette question. Il avait répondu qu'il aimerait que Dieu lui dise tu es pardonné. Merci beaucoup. Merci beaucoup.